suis Florence Tondumélic, directeur général opérationnel pour l'Europe chez Hiscox. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'assureur des entrepreneurs, avec quelques 270 000 d'entre eux qui sont nos clients à travers le monde. Et donc, nous avons réalisé une étude sur l'ADN d'un entrepreneur auprès de 4 000 d'entre eux, en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et bien sûr, vous n'êtes pas une statistique. Il y a des éléments inévitablement dans lesquels vous vous retrouverez et d'autres pas, mais qui pourront être pertinents pour vos voisines de fauteuil. Mais vous toutes ici réunies, et toutes ces femmes qui nous ont répondu, vous formez le visage de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc je suis ravie de partager la scène avec Cécile Morel aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour Florence. Qui a accepté de se prêter au jeu de la confrontation entre statistiques et réalité. Tout à fait. Alors je vous propose que nous menions l'enquête, pas tant pour comprendre à qui profite le crime, quoique, mais surtout pour comprendre quels sont les ressorts de l'entrepreneuriat au féminin. Je vais donc m'improviser Miss Marple, et non pas Sherlock Holmes, pour faire le portrait robot d'une entrepreneur avec un grand E, pour comprendre quel est son mobile, et puis pour connaître son mode opératoire. Donc allons-y. C'est parti. Commençons par le portrait robot. De qui s'agit-il ? Eh bien, elle est de plus en plus jeune. Elle représente près de la moitié des entrepreneurs de moins de 30 ans et un peu moins d'un tiers pour ceux de plus de 50 ans. Elle opère seule. 55% des femmes entrepreneurs n'ont pas de collaborateurs, là où les 2 tiers des hommes se font aider. Et puis, elle est plus qualifiée, en moyenne que ses homologues masculins, et elle apporte un dynamisme nouveau, tous secteurs confondus. Bien sûr, on la retrouve dans ses secteurs de prédilection, que sont la vente de détail, le marketing et la communication. Mais elle fait mentir aujourd'hui les stéréotypes en investissant des champs considérés comme l'apanage des hommes, et Cécile, on va le voir, et on est un excellent exemple, que sont les sciences, les high-tech et même la construction. Elle travaille 43 heures par semaine, ce qui est 6 heures de moins que ces messieurs. Elle prend moins de temps aussi pour déjeuner. 36% nous disent prendre moins de 30 minutes. Et 12% nous ont même avoué sauter leur repas. Et puis, il y a un chiffre saisissant, parce que seulement 3% nous ont dit qu'elles avaient des déjeuners d'affaires avec des clients et des partenaires. Et puis enfin, elles prennent moins de vacances, 21 jours, contre plus de 25 pour ces messieurs. Et d'ailleurs, elles sont 2 fois plus nombreuses à nous dire qu'elles ne prennent pas du tout de temps libre pour elles. Voilà, Cécile, est-ce l'essentiel selon vous ? Il y a peut-être des différences. Bonjour à tous, je suis Cécile Morel. J'ai créé une start-up dans le numérique, dans ce qu'on appelle le Figital. Le Figital, c'est la contraction de physique, le point de vente avec des vendeurs et des murs. Et le digital, c'est l'univers de la marque, ses applications mobiles, ses réseaux sociaux, sa page YouTube. Hop. Donc, dans cette start-up, on fait beaucoup de technologies. Si vous étiez là, lorsque Cécile Lager a parlé de la boîte remplie de technologies, c'est MobiRider. Donc, on fait des objets connectés, on fait du code, on fait des plateformes web. Et donc, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur du numérique. Donc, si je reprends un peu le portrait robot, je suis très jeune, mais j'ai créé ma start-up à 40 ans, ce qui est en phase dans les start-up du tech. Je ne l'ai pas créée seule, je suis ce qu'on appelle une cofondatrice. J'ai créé ma start-up avec un homme, mon associé, et si on regarde aussi les statistiques dans les start-up tech, 50% des créatrices de start-up ont un associé. En ce qui concerne l'expérimentation, je suis de formation école de commerce, MBA, mais ça ne m'empêche pas d'animer avec joie et passion une équipe très technique. Concernant l'équilibre entre le pro et le perso, c'est vrai que la création d'entreprise et l'univers de la start-up demandent beaucoup d'implication
Pour ma part, j'arrive à trouver l'équilibre. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je pense qu'en fait, on est toutes capables de trouver le temps pour tous. Moi, je suis persuadée que la beauté de la vie est faite de l'intensité des relations que nous pouvons avoir aussi bien dans l'univers pro que dans l'univers perso. Et donc, je n'ai pas de problème à prendre du temps aussi bien pro, à des déjeuners d'affaires, même des petits déjeuners d'affaires, du temps en famille et aussi du temps pour moi. Je fais du shiatsu de façon régulière. Parfait. Alors poursuivons pour comprendre ces motivations, le mobile pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, il y a un chiffre tout à fait surprenant, complètement ignoré, un chiffre qui marque une exception bien française, et ce chiffre, c'est 37%. 37% des entrepreneurs, hommes et femmes interrogés, nous ont dit l'être devenus par accident, c'est-à-dire parce qu'aucun travail salarié ne leur convenait. Et alors, c'est 42% de plus que dans les autres pays étudiés. Et pour les femmes, ce chiffre monte encore pour atteindre 41%. Alors, on s'est interrogé pour comprendre quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cela. Eh bien, il y en a 2. Le premier est un facteur générationnel et qui témoigne du poids grandissant de la génération Y sur le marché du travail. Cette nouvelle génération, en effet, pour elle, l'entrepreneuriat les inspire parce qu'ils ne se reconnaissent plus nécessairement dans les cadres et les structures classiques de l'entreprise. Ils cherchent davantage d'accomplissement de soi et puis de donner davantage de sens à leur action. Et d'ailleurs, les 75 000 CV reçus chaque semaine chez Google en sont un véritable indice. Et puis, il y a un deuxième facteur, un facteur structurel, puisque les femmes que nous avons interrogées nous ont dit que l'entrepreneuriat constituait une forme de réponse, une forme de solution par rapport à ce plafond de verre qu'elles peinent à franchir. Non pas tant en termes de salaire qu'en termes de flexibilité, d'autonomie professionnelle, de responsabilité. Et d'ailleurs, quand on a bien regardé, on s'est aperçu que dans la tranche d'âge des 30-39 ans, celle où le plafond de verre devient le plus manifeste, eh bien, la part des femmes qui choisissent l'entrepreneuriat comme voie est de 40% supérieure aux hommes. Et elles la choisissent par contrainte parce que, nous disent-elles, aucun travail salarié ne leur convenait. Alors de tout cela, il faut se féliciter, il faut se réjouir de cette arrivée grandissante de celle qui représente aujourd'hui 39% des entrepreneurs. Alors bien sûr, il faut s'en réjouir pour la vitalité de notre tissu économique, mais aussi parce que cela pose ce constat que tout simplement, on ne peut se priver de la moitié des forces vives d'un pays. Et cela donnerait raison à Stendhal qui déclarait que l'égalité entre les hommes et les femmes serait la marque la plus sûre de la civilisation et doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Et pour mettre en perspective ce dernier commentaire, je voudrais partager avec vous une autre donnée tout à fait intéressante, puisque sur les 2 dernières années, plus de la moitié des startups ont été fondées par des femmes. Et là, il y a un dernier facteur, c'est le facteur de la digitalisation de l'économie qu'il faut analyser. Le digital, à la fois comme source d'opportunités, mais aussi comme moyen. Et c'est d'ailleurs ce que 95% des femmes ont dit dans une récente enquête menée par Capgemini, le digital, oui, comme élément déclencheur. Et quand on sait que plus de femmes dans le digital, c'est 9 milliards de plus de PIB en Europe, on ne peut ignorer l'enjeu fondamental que représente l'entrepreneuriat au féminin. Et j'imagine, Cécile, sur ce point, là au moins, vous ne me contesterez pas. Tout à fait, Florence. Je pense que le numérique est une formidable opportunité pour toutes les femmes et pour les hommes aussi de manière générale. Je pense qu'effectivement, la peur donne des super pourvoirs. Donc, je vous encourage tous, si vous avez une idée, à oser créer. Il n'y a pas de meilleure formation que l'entrepreneuriat, et ce, quel que soit le résultat. Que vous connaissiez l'échec ou le succès, tout le monde en sortira plus audacieuse, plus forte, plus combattante. Donc, mesdames, osez.
Ensuite, je n'ai jamais vécu l'entrepreneuriat de façon forcée. J'ai eu la chance d'avoir une idée. En fait, j'étais en poste dans une très belle marque de cosmétiques, directrice du marché France. Donc, vous pouvez imaginer de beaux budgets, une belle équipe, un super salaire, à en faire pâlir mon mari, mais j'ai eu une idée. Et je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant de faire grandir son idée, de transformer l'idée tout d'abord en un projet, de réussir à faire sa première levée de fonds et de financer son projet, de créer son équipe, de voir sortir sa solution, de signer les premiers clients chez nous, MobiRider. Nous sommes seulement 8, mais nos clients, c'est Crédit Mutuel, c'est AXA, c'est la Française des Jeux, c'est Orange. Nous avons réussi à engager vraiment de grands comptes et il n'y a pas de plus récompensant pour un entrepreneur de pouvoir vraiment accélérer, de contribuer à l'économie de notre douce France et surtout de porter une vision mondiale et de croire en ses super pouvoirs et d'assumer pleinement son ambition. Alors, continuons. Continuons notre enquête et après le portrait robot et le mobile, essayons de comprendre le mode opératoire de notre entrepreneur, sa signature. Et là, dans notre enquête, on s'est retrouvé face à ces clichés, à ces travers des femmes, que l'on retrouve que l'on soit comme moi salarié ou comme Cécile créatrice d'entreprise. Et oui, je parle bien de ces biais inconscients, de ces barrières que nous nous mettons nous-mêmes et qui nous autolimitent. Parce qu'en effet, si la performance intrinsèque des femmes entrepreneurs n'a rien à envier à celle des hommes, eh bien notre étude a fait apparaître un certain nombre de ces lieux communs qui touchent à l'aversion au risque, au manque de confiance en soi, à la moindre appétence à se vendre et à développer son réseau. Alors bien sûr, ça n'est que des statistiques, mais cela amène à réfléchir. Et donc nous avons fait le portrait psychologique cette fois de notre entrepreneur. Et elle est plus cartésienne, elle est plus prudente, elle doute plus. Seulement 38% nous ont dit qu'elles étaient optimistes par rapport à l'année à venir. Et puis si l'an dernier, elles ont lancé des produits et des services de la même façon que les hommes, eh bien, cette année, elles nous disent qu'elles revoient leurs ambitions à la baisse. D'ailleurs, pour près de 90% d'entre elles, elles nous disent qu'elles n'embaucheront pas. Et puis, elles croient en sa bonne étoile. Seulement 15% d'entre elles nous disent comprendre les risques auxquels elles sont exposées et pour lesquels elles doivent être couvertes. Le manquement à une obligation contractuelle, la négligence, la faute professionnelle, la violation du droit de propriété intellectuelle, etc. Alors voilà, Cécile, vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les femmes entrepreneurs comme les femmes salariées se mettent ces barrières qui les freinent ? Alors j'espère que tout cela est faux, mais malheureusement le panel semble dire le contraire. Je pense que l'important, avant tout, c'est de s'aimer tel qu'on est, c'est de croire en soi toujours, c'est d'oser, c'est d'utiliser seulement les super pouvoirs de la peur et de ne jamais lâcher, aussi difficile que ce soit. En fait, en start-up, on dit souvent qu'on est dans notre roller coaster, en fait, qu'on peut monter très vite en émotion hyper positive parce qu'on a signé un grand compte et on peut redescendre la même journée tout en bas parce que le produit va bugger, ça va plus marcher du tout. Et du coup, il faut qu'on apprenne à gérer toutes ces vagues et tout ce roller coaster, mais je peux vous l'assurer, du haut de nos montagnes russes, la vie est passionnante. En ce qui concerne les 38% qui sont optimistes, moi je suis super optimiste pour 2016. J'espère bien doubler mon effectif et de voir le décollage de MobiRider. Donc passons à la conclusion, au verdict, j'ai envie de dire, après avoir écouté le témoignage de Cécile et partagé ces quelques statistiques. Eh bien pour moi, la clé, elle tient en 5 points. Il faut être unique, avec un concept original. Il faut savoir se vendre parce qu'une idée aussi géniale soit-elle n'en fait pas une entreprise si elle n'est pas marketée. Il faut savoir s'appuyer, développer ses réseaux, que ce soit des réseaux professionnels bien entendu, mais aussi personnels pour se faire épauler au quotidien. Il faut s'adjoindre des parachutes, comptables, juridiques, assurantiels, pour se prémunir des risques qui sont bien inhérents à la création d'une entreprise,
Admettre qu'on ne peut pas être l'experte sur tout, mais aussi pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Et puis, avoir confiance en sa réussite, croire en soi et oser. Merci. Merci Cécile. Merci Florence.